Est-ce que pour vous, on est condamné à réussir dès le moment où on vient en Europe? Oui, on est obligé de réussir. Pour moi, non. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que l'échec, je dirais, c'est la 8e merveille du monde. Sinon, la première merveille du monde. Parce que l'échec permet de fracasser ce que tu penses de toi-même. Oui, on n'est responsable que de ce que nous, on fait. L'échec fait encore plus, ça fracasse encore plus parce que tu es le responsable de ton échec. Et donc, l'échec a ceci que quand ça te fracasse, ça fait naître en toi ce qu'on appelle sa volonté intérieure. À ce moment, il n'existe plus de ma mère attend ci de moi, maman attend ça de moi. C'est ta volonté intérieure, c'est toi-même, ça vient de toi, de tes tripes. Et tu peux te battre pour ça. Nelson Mandela, il a dit, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'échec. Bonjour et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des personnes de la diaspora. Comme dit en début de vidéo, nous parlerons aujourd'hui de l'échec. Donc nous sommes avec deux profils et moi-même qui, durant cette vidéo, nous allons vous donner nos retours d'expérience sur comment l'échec a impacté dans nos vies, les leçons qu'on en a tirées. Donc je suis avec Dylan à ma droite et puis Arnold à ma gauche, que je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous et je suis très honoré d'être ici parmi vous. Donc je suis Arnold Fotso et je suis ingénieur conseiller en risque industriel, diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris. Et aujourd'hui, il est question, tout au long des minutes que nous avons devant nous, de parler de nos différents échecs, de comment ceux-ci ont impacté ce que nous sommes aujourd'hui, comment ceux-ci ont contribué à faire ce que nous sommes aujourd'hui, et surtout essayer d'apporter un petit peu à ceux qui, qui traversent des situations d'échec, qui peut-être pensent à abandonner, essayer de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes tous passés par là, et qu'on peut tous sortir de là grandis et forts. Bon, bonjour à ceux qui nous regardent, aux abonnés de Au-delà des frontières. Moi, c'est Dylan Tchakounte, consultant ingénieur, actuellement ingénieur projet. De base, ingénieur chimiste, actuellement ingénieur projet dans une usine en Basse-Normandie où je suis depuis 2 ans. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel a été votre plus grand échec et comment celui-ci vous a impacté? Bon, déjà, il faut pouvoir définir ce que c'est que l'échec. Okay. Steve a donné la définition selon Nelson Mandela. La définition du dictionnaire Larousse, l'échec, c'est le fait de ne pas réussir quelque chose. On s'arrête là, c'est-à-dire qu'il s'arrête au fait de ne pas définir, de ne pas réussir quelque chose. Et donc, si on part dans le cadre de ne pas réussir quelque chose, mon plus gros échec jusqu'à aujourd'hui, ça a été le TOEIC. Oui, ça a été le TOEIC, que j'ai finalement réussi, mais que si je ne réussissais pas, ça allait enchaîner d'autres échecs. Donc, ça allait être une sorte d'échec à rebondissement, en fait. J'allais échouer le TOEIC, puis je n'allais pas valider l'année, puis je n'allais pas avoir le diplôme. Et ça allait continuer comme ça. Donc, c'était mon plus gros... En tout cas, l'échec qui a failli avoir le plus gros impact dans ma vie, c'était vraiment celui-là. Pour lui, c'est le TOEIC. Et pour toi, Arnold, c'est quoi? Alors, mon plus grand échec était en 2008. Ok. Concours d'entrée en 6e. Ah ouais? Voilà. C'est vraiment remonté. Donc, voilà. Donc, loin derrière, quoi. Bientôt 20 ans. C'est vrai. Et pour vous dire un peu, pour vous remettre dans le contexte, moi je viens d'une famille où j'ai des aînés qui sont assez brillants à l'école, donc on concevait extrêmement mal l'échec dans ma famille. Il y a eu pas mal d'espoir qui avait été placé en moi, donc voilà, et beaucoup de confiance aussi. Genre, je dirais même que mes parents me faisaient plus confiance qu'à moi, donc plus confiance en mes capacités que moi-même. Moi, voilà, je doutais beaucoup et donc, concours d'entrée en 6e dans un établissement public où mes grands frères, ils sont tous passés par là. Et ils ont tous eu le concours, ils ont réussi haut la main et tout. Et moi, j'arrive, dernier né, et je me loupe. Et donc, je me loupe et j'étais tellement confiant. Ça dit, quand je sortais
de la fin de ces épreuves-là, de composition, je disais non, j'ai tué. L'autre aussi, j'ai tué. Okay. J'étais dit, alors que j'avais vraiment tué. Donc, c'est-à-dire, j'avais vraiment. Voilà, pour parler à ceux qui ne comprennent pas, je m'étais vraiment loupé. Et donc, par la suite, j'ai raté le concours. Sauf que la répercussion était tellement violente. Parce que je me rappelle, c'est là où j'ai saisi le sens de ce que c'est l'échec. Ouais. Parce que très souvent, je me suis rendu compte avec cet échec-là que échouer, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on ressent le sentiment d'échec. C'est par rapport à ce qu'on se dit que les autres vont penser, par rapport à comment les autres réagissent par rapport à l'échec qu'on a eu, qu'on ressent l'échec par rapport à soi-même. Tout à fait. Et donc, je sortais de chez moi un matin et ma mère n'était pas allée au travail très tôt ce jour-là. Et donc, elle discutait avec d'autres mamans que j'affectionne beaucoup. Bon, et bonsoir à elle si jamais elles écoutent ça. Et en sortant, donc, j'ouvre le portail et je vois ma mère en face de la route. Et elle me regarde avec un regard noir. Elle me dit, tu es bête. Et là, je referme le portail, il me dit, non. Il y a un truc qui cloche. Tu sais, des fois, tu es un enfant, tu saisis pas. Dis un truc qui cloche. Comment ta mère peut te dire que tu es bête? Il me dit, tu es échoué et tout. Mais on ne pouvait pas dire qu'il va sécher les cours parce que je me serais encore mangé ça toute la journée. Il fallait que je sorte et que j'aille à l'école. Ouais. Et là, j'ai su ce que c'est le courage. Donc, ça m'a marqué. Et j'aurai l'occasion tout au long de l'échange de revenir sur ça et vous dire comment ça. Ok, donc toi, c'est vraiment le concours d'entrée en 6e. Ouais. Et toi, c'est le TOEIC. Moi aussi, j'ai échoué le concours d'entrée en 6e comme ça. Et le TOEIC. Et le TOEIC. Maintenant, vous qui êtes venus en Europe, je suppose que chacun de nous est venu ici pour un objectif. Est-ce que, pour vous, on est condamné à réussir dès le moment où on vient en Europe? Là, je vais parler à tous ceux qui nous regardent. Oui, on est obligé de réussir. Pour moi, non. Je savais que tu étais un petit comme ça. Non, on n'est pas obligé. Il est préférable dans la mesure de ce qu'on peut faire et avec les conditions du moment. Mais non, on peut ne pas réussir lorsqu'on s'expatrie et réussir lorsqu'on est rapatrié. Non, mais la question c'était, est-ce qu'on est obligé? Oui, on peut. Mais la raison c'est, est-ce qu'on est obligé? Mais là, il faut savoir de quelle réussite on parle. Quand je dis oui, c'est que parmi nous tous qui venons ici étudiants, personne s'est levé de chez eux, a fait ses papiers lui-même. C'est-à-dire, est parti verser son AVI avec l'argent de sa poche pour faire la caution. Elle est venue ici, là, payer son loyer, tout ça, là, avec l'argent de sa poche. Qui l'a travaillé quand? Donc, au moins, pour celui ou celle qui nous a fait arriver, quand je dis réussir, la réussite après le diplôme, ça, c'est autre chose. Bon, mais quand on entre à l'école, on se doit. Par rapport au sans se mettre la pression. Parce que voilà, quand on parle de mon parcours, je ne me suis pas mis une pression folle. Ouais. Voilà. Mais sans se mettre la pression, on doit quand même le faire pour l'honneur de la personne qui nous a... Parce que quand je suis rentré l'année dernière, je suis rentré avec une copie de mon diplôme. C'est-à-dire que je suis rentré avec une copie, j'ai fait une copie de mon diplôme, je suis rentré. Je rentre la première fois, après 7 ans, je donne les cadeaux, les trucs, machin, je donne les trucs à mon père et tout. Un soir, il rentre, je lui sors l'enveloppe. Je lui donne mon diplôme. Les cadeaux que je lui ai donnés, il n'a pas souri comme quand il a vu le diplôme là. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que... La symbolique. Oui, voilà, en fait, c'est plus ça. C'est plus symbolique. Quand je dis oui, on est obligé de réussir, c'est plus au niveau de... C'est vrai, c'est plus au niveau symbolique. En regardant ça comme ça, oui, je suis tout à fait d'accord qu'on est obligé, donc je me dédie et je pense qu'on est obligé de réussir. Et parce que quand tu vois le sentiment après important. Ça, et il me dit clairement que non, c'est ça que j'attendais même depuis. Tu viens, tu me donnes les cadeaux, oui, c'est bien, mais c'est ça que je voulais voir. Ouais. Quand lui, en fait, quand tu finis, et ça j'ai remarqué aussi même chez plusieurs personnes que j'ai rencontrées, quand tu finis, quand tu fais l'école, voilà, tu arrives à la fin. Quand il dit à la fin de ton cursus, tu prends le diplôme. Là-bas, ton père, lui, en tout cas ton père, ta mère, tes parents sentent comme
je veux dire comment, comme un accomplissement pour eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est même pas pour toi, pour eux. Ils sentent que non, c'est bon, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Là, maintenant, ils peuvent dormir. Le reste, c'est ta vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que s'il est vrai qu'on est condamné à réussir, il est d'autant plus vrai que vis-à-vis de cette phrase-là, nous ayons l'obligation de moyens. Je pense que la réussite, pour moi aujourd'hui, de ce que moi je comprends, pour nous qui arrivons en Europe et tout pour les études, c'est de se dire, j'ai donné tout ce que j'avais. Oui, tout ce que je pouvais. Oui, tout ce que je pouvais donner, j'ai donné. Ça ne garantit pas qu'à la fin, on ait son diplôme. Il y en a qui ne l'ont pas. Oui. Oui. Mais le fait de se dire, j'ai essayé, papa, maman, j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Dans ce contexte-là, voilà. Parce que parler d'expatriation et de réussite, c'est assez c'est délicat. Autant le sujet est intéressant, autant il est extrêmement... Autant il est très délicat. Autant il est extrêmement délicat. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas tous en Europe ou partout ailleurs dans les mêmes conditions. Exact. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être d'autres familiales, d'autres financières. D'autres financières. Au Cameroun, on dit chacun est venu, son venu. donc voilà, on ne part pas tous des starting blocks, c'est-à-dire au même... On n'a pas le même départ. On n'a pas le même point de départ. Non, on n'a pas le même point de départ. Donc on peut évoluer de manière tellement différente, dépendamment de tout ce qu'il y a derrière. Il y en a qui arrivent à s'en sortir sans fournir d'efforts, d'autres s'en sortent au prix des efforts incommensurables. Le cas de Dylan, par exemple, il aura l'occasion de revenir dessus. Personne ne peut le faire mieux que lui. Mais il y en a également qui, après avoir fourni d'énormes efforts, ne s'en sortent pas. Ne s'en sortent pas. Est-ce qu'ils doivent considérer ça comme un échec? Non. Non. C'est justement ça, en fait, c'est important de comprendre ça. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pouvez vous recueillir des REX et des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Et maintenant, après tes études, est-ce parce que tu es en Europe, tu dois spécialement réussir ta vie en Europe après tes études? Moi, je trouve que c'est une question déjà très orientée. Pourquoi est-ce que je dis extrêmement orientée? Le but n'est même pas de réussir ses études. Le but, on ne va pas se cacher, c'est de trouver un emploi. Le but n'est pas de réussir ses études. Bon, c'est de se stabiliser. Moi, je dirais c'est de se stabiliser financièrement. Oui, tout à fait, c'est ça le but. Parce que tu ne réussis pas tes études ou tu ne vas pas jusqu'au bout, mais tu arrives à te stabiliser dans ta vie. Personne ne te demandera jusqu'où est-ce que tu es allé. Oui. Est-ce que tu as tes diplômes ou non, c'est pas ça. La véritable question, c'est de se stabiliser, d'avoir une certaine stabilité financière, de venir en aide à ses proches quand c'est possible, de construire sa petite vie, de fonder sa petite famille. C'est ça, quelque part, même le Saint Graal. Donc, si une personne arrive à le faire sans forcément avoir réussi cette étude, est-ce qu'on dira qu'elle a échoué? Qu'elle a échoué. Voilà, ça c'est justement, tu vois, on revient sur les limites. Tout à fait. On revient sur le barème que chacun se met. Aujourd'hui, oui, à la fin, le but c'est plus, voilà, on t'envoie le but, tu vas réussir les études. Oui, dans notre contexte, on a déjà conçu la réussite. Bon, le fait de trouver un emploi, de se stabiliser financièrement chez nous,
Je ne sais pas, le système est comme ça depuis. Tu pars à l'école, tu sors, tu trouves le travail. Voilà, c'est le système. Ce qui fait que nous-mêmes, je ne sais pas si je vais dire inconsciemment, on suit le système. Et le système, voilà, on doit partir à l'école, il faut qu'on ait le diplôme, il faut qu'on travaille. Enfin, et ce n'est pas le diplôme qu'on va travailler. Donc, c'est conçu comme ça là. Donc, c'est pour ça que nos parents se donnent le devoir, en fait. Et c'est comme ça que c'était à leur temps. Ils nous transmettent ça. Maintenant, c'est à nous de voir avec les générations qui sont en train d'arriver, les enfants que nous aurons. Est-ce que le système sera pareil? Est-ce qu'il faudra toujours ce même système-là? Je prends l'exemple, par exemple, au Cameroun. Sans vouloir nous jeter les fleurs, mais je jette quand même. La licence aujourd'hui au Cameroun, j'ai envie de dire, c'est peut-être comme quoi, le BEPC. Parce que tellement, les gens ont les licences, comme tu postules avec un niveau licence, mais si les gens partent faire le doctorat, toi tu viens avec ta licence, tu dis que... C'est très intéressant et moi je suis d'avis. Et je dirais même que, parce que pour rester dans le contexte d'expatriation, il y a quelque chose dont j'ai pensé là tout de suite, pendant qu'il parlait. Ici, lorsqu'on est expatrié, lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement, lorsqu'on tient compte des sacrifices qui ont été faits qui ont été consentis par les parents, lorsqu'on tient compte de soi-même, ses propres rêves. Oui. Parce que quand on sort de nos pays, quand on va ailleurs, on se dit, j'y vais pour quelque chose. Celui qui n'a pas cette façon de penser, là, je ne sais pas, mais son temps viendra. Je n'avais pas cette façon de penser. Mais penser. souvent, voilà, on se dit, je viens pour quelque chose. Il y a les parents qui ont fait des noms, qui ont consenti à d'énormes sacrifices. Je ne peux pas me louper. Ouais. Et malgré ça, il arrive qu'on se loupe. Donc, je me suis rendu compte, moi-même, qui suis passé par là en Europe, ici, parce que oui, j'ai connu des échecs académiques ici, que je n'avais, quand j'ai connu un échec à l'époque à l'université de technologie de Compiègne. J'ai dû aller à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard par la suite. À la différence de mes précédents échecs, je me suis rendu compte qu'ici, je n'ai même pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort. Ah, tu n'as pas le temps. Je n'ai pas ce temps-là. Tu n'as pas le temps. Donc, je me suis rendu compte que ce qu'il y a de bien dans l'échec ici à l'étranger, c'est que on est tenu, comme je le disais dès le départ, à l'obligation à la fois de moyens et quelquefois de résultats. De se dire, je dois encore faire ce qu'il faut pour ne pas sombrer. Ouais. Et ça prend donc tout son sens. La façon dont l'échec est réellement. C'est que l'échec n'est que une chute temporaire. Oui, c'est une chute temporaire. L'échec est une chute temporaire. Elle ne saurait être définitive. Ouais. Et c'est donc en lisant des ouvrages tels que Plus malin que le diable de Napoléon Hill, où il décrivait justement l'échec comme lorsqu'il est en conversation avec le diable et tout, et le diable lui dit oui, tu as connu quelques échecs, mais c'est des échecs temporaires pour tester ta vraie motivation à aller vers ce que tu veux. Mm-hmm. Parce que la vie va toujours challenger ce que tu veux. Ce que tu veux, oui, c'est ça. Et ça passe par ces échecs temporaires-là. Or, si tu n'as pas suffisamment de force, de volonté d'aller au-delà de ça, de sortir... Et de méthode. Oui, de méthode également. De sortir de ce conditionnement social. Mm-hmm. Parce qu'on vit en société. Oui. On n'existe pas sans société. De se dire, non, qu'est-ce que j'ai... Et de te dire, je suis tombé ici. D'accord, pour qu'est-ce que je suis tombé? Ok, même si tu ne sais pas encore totalement pourquoi, j'avance. Dans le chemin, parce que la vie est comme une bicyclette, il ne faut pas cesser de pédaler. Sinon on tombe. C'est ça, sinon on tombe. Dans le chemin, j'aurai les réponses. D'avoir confiance, il faut faire confiance. C'est de l'échec à ceci de beau que ça te fait comprendre que, tu peux partir de zéro et arriver quelque part. Tu peux arriver quelque part, retomber, repartir de zéro. Mais n'aie pas peur, mais fais confiance à la vie. Et au process. Oui. Trust the process. Trust the process. Comme on dit. Donc, c'est un peu ça que je veux dire pour dire à l'étranger, lorsqu'on n'est pas chez soi, on a moins de pression, on a beaucoup plus de temps de concevoir l'échec par rapport à soi-même. Okay. Plus par rapport aux autres. Parce que par rapport aux autres, on est trop triste pour les autres. Parce qu'on les a déçus. Voilà. Sur eux également. Donc, le fait d'être coupé de ça. Que ça aura sur eux. Aussi. Tout à fait. Donc, le fait d'être coupé de ça, ça nous permet de percevoir ça par rapport à nous-mêmes. Et donc, se relever rapidement. Très rapidement. Et encore, ce que tu dis, il faudrait être en mesure de le réaliser.
Oui. Parce Aussi. qu'il va devoir passer par ça. C'est-à-dire que le réel, parce que certains, même en étant ici, ressentent encore la pression comme si ils étaient au pays. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu es ici. Si tu éteignes ton téléphone, tu n'es plus en contact avec personne. Et là, tu peux maintenant te poser, réfléchir, voilà, tout ça. Et puis, dès que tu allumes ton téléphone, tu te remets en contact avec les gens qui vont te dire, mais comment tu as échoué? Comment tu Oui. Ou, la phrase, tu en es où là? Tu en es, voilà, qu'est-ce que tu deviens? Il devient la poule. Non, mais je veux dire comment c'est... il faut d'abord pouvoir même réaliser que, bon, là, on est en train de tomber. Parce que certains, par exemple, j'ai envie de dire non, il y a le réflexe de suivi. Ça ne va pas s'activer chez certains vite. Oui, il y a une sorte de déni des Voilà, fois. il y a une sorte de déni des fois. Et que quelqu'un est en train de chuter. Les autres voient qu'il est en train de chuter. Lui-même, il ne voit pas qu'il est en train de... Et puis les autres sont là, mais comment il ne voit pas? Pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'a pas encore réalisé. À un moment, il va réaliser. Parfois, ça nous est arrivé, voilà, de discuter. Puis je te dis que, bon, un jour, il va comprendre. Ce n'est pas son moment aujourd'hui. Il va comprendre. Espérons seulement qu'il ne soit pas trop tard. Et le trop tard, c'est le repos du jongleur. C'est la mort. Ça, c'est le trop tard. Ouais. Ah, ça, c'est le trop tard. Mais... Parce que, est-ce qu'il présente là, ce que Dylan dit maintenant, c'est tellement fort. Mais il faut sortir de ces pièges-là des mots pour saisir exactement ce que la chose est. Pourquoi? Parce que l'échec aussi, quelque part, c'est, je dirais même, à ce jour-ci, je dirais, déjà ma maman, je l'aime énormément. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que l'échec, c'est comme, je dirais, c'est la 8e merveille du monde, sinon la première merveille du monde. Parce que l'échec permet de fracasser ce que tu penses de toi-même. Oui, ça. Ouais. C'est-à-dire... Ça te rend humble. Voilà, en fait, l'échec, c'est la seule chose qui te permet, qui déconstruit ta conception de toi-même, qui déconstruit ton ego, ton moi, qui brise tout, qui fracasse les fondations et qui te dit, bon, depuis, comme tu le disais, depuis, tes amis te parlent, ta famille te parle, tes proches te parlent, toi-même tu parles, ne comprends mais pas. tu ne veux pas comprendre. Nous, donc, alors, nous, les forces qui, parce qu'il y a des forces qui dirigent le monde, hein, et tout, ce qu'on appelle le sort, ce qu'on appelle ici et tout. Nous, donc, on aimerait, bon, il faut qu'on te montre aujourd'hui qu'il est temps que tu passes à autre chose. Et donc, l'échec a ceci que quand ça te fracasse, ça fait naître en toi. Et c'est vraiment, étant ici que je me suis rendu compte de ça, ce qu'on appelle sa volonté intérieure. À ce moment, il n'existe plus de maman attend ci de moi, maman attend ça de moi. C'est ta volonté intérieure, c'est toi-même, ça vient de toi, de tes tripes. Et tu peux te battre pour ça. Si tu n'as pas connu l'échec, tu ne te battras jamais pour quelque chose avec résolument. Parce que tu vas te dire, bon, si ça ne donne pas, c'est pas grave, je vais... Non, mais quand ça t'a fracassé, même ton plan Z est fracassé, tu te dis, bon... Tu vas créer une lettre après Z. C'est ça alors, en fait. C'est ce coup de pouce-là que l'échec donne qui m'a fait dire, dès l'entrée de jeu, c'est temporaire, on peut tous se relever de ça. C'est un bon catalyseur, en tout cas. Tout à fait. Oui, c'est que ça peut permettre de recadrer beaucoup. Hein. Certains, c'est par rapport à un échec qu'ils ont dit, hey, je partais même ou comme ça. Tout à fait. Et puis il revient, et puis il essaie de revoir, et réajuste le tir, réajuste le chemin, et puis trace sa route. Et comme Arnold a dit, voilà, ça te permet de penser maintenant par toi-même. Vu que l'échec, en fait, ça vient de toi. C'est-à-dire que, et il y a une phrase que j'aime bien dire, on est responsable de ce que nous on fait. On n'est pas responsable de ce que les autres font. C'est-à-dire que l'échec fait encore plus, ça fracasse encore plus parce que tu es le responsable de ton échec. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Donc, c'est pour ça que ça te... Et puis, tu te remets en question. Tu te remets en question. Et il y a justement la phase de « mais pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi j'ai manqué de vigilance ?» machin. Certains restent bloqués dans cette phase de « non, comment c'est arrivé? Comment ?» D'autres comprennent ça et rectifient. Et se relèvent, avancent. Comme Arnaud a dit, c'est temporaire. Ils comprennent que c'est temporaire. Et déjà, il faut partir sur cette base. L'échec n'est pas définitif. L'échec est temporaire. Donc, part de cette base et se relève et brille demain. Et voilà, deviennent de nouvelles personnes. De nouvelles personnes intérieures. Donc,
permettez qu'on puisse s'étendre un peu sur cette question parce qu'elle est hautement intéressante et très stratégique par rapport à l'échange que nous avons. C'est que, étant également expatrié, on se rend compte de ceci, on se rend compte aussi d'un facteur déterminant à l'échec, c'est son entourage. Ouais. Et être ailleurs que chez soi, sortir de cette zone de confort-là, nous pousse à aller des fois vers les autres, à se constituer en association. Des ressortissants des régions ou partageant telle ou telle chose en commun et tout. Et dans ce contexte-là, on se retrouve souvent à se soutenir mutuellement beaucoup plus que si on avait été chez nous. Oui. Où on serait resté dans notre cocon familial. Parce qu'on connaît un peu les mêmes galères. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on se rend donc compte que l'échec aussi a ceci de permettre des échanges francs avec les autres. Et c'est donc de ces frictions-là, de ces échanges-là, que naissent de nouvelles idées qui nous permettent des fois de rebondir. Moi, honnêtement, quand j'étais encore enfant, je partageais dans mon pays, en famille, la chambre avec mon frère aîné. On ne s'entendait pas. C'est pas, ici, regarde ça, on ne s'entendait pas souvent. Mais ici, après mes nombreux échecs académiques, relationnels, c'est souvent compliqué et tout ça, je me suis rapproché instinctivement de lui parce que pour moi, il est comme un ancrage, comme une safe place. Ça a permis des échanges, tout comme avec mon ami. En fait, on se rend compte que quand on sort d'un certain contexte, on se retrouve en train de se nouer d'amitié avec d'autres personnes et tout. Et c'est de là souvent que peuvent venir soit les sources de nos échecs, soit les sources de nos réussites. Et c'est à nous de choisir ce qu'on veut faire de notre entourage. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ok.